participer à cette table ronde. Merci à vous. Et alors moi, je vais changer de place et je vais demander à Thierry Mandon, secrétaire général du Conseil national du commerce, de me rejoindre. Vous voulez. Exactement. Alors, je suis ravi de vous voir parce que on ne s'est pas vu depuis un an, ici même. On dit souvent, on fait souvent le reproche à la presse de ne pas suivre les affaires, on fait des annonces et on ne va pas voir un an après ce qui se passe. Et ben, je trouve ça passionnant là de voir un an après ce qui s'est passé. Parce qu'il y a un an, de mémoire, vous m'aviez dit le Conseil du commerce, ce sera lancé, on va faire des travaux, des réunions et on ira vers la simplification pour le commerce. Un an après, où en est-on ? J'ai quand même cru comprendre qu'il y avait des bonnes nouvelles. Racontez-nous où en sommes-nous un an après. Sur cette question de la simplification. Oui, du CNC, tout simplement. Oui, le CNC s'est mis en place grâce à la plupart des gens qui sont dans la salle, puisque c'est un regroupement d'environ 450 acteurs du monde du commerce, entreprises ou organisations professionnelles. Donc c'est structuré un peu comme on l'avait évoqué l'année dernière autour de 4 grands enjeux. C'est pas une institution, hein, d'ailleurs il n'y a pas de forme juridique. On a préféré travailler à structurer autour d'enjeux et pas autour de créer un machin de plus. Tous les enjeux de décarbonation, j'imagine qu'on va en parler. J'ai cru comprendre que c'était un de vos thèmes de travail d'aujourd'hui. Les enjeux d'ancrage dans les territoires, commerce et territoire. Les enjeux relatifs au modèle économique, alors ça va de la simplification au digital, en passant par la fiscalité, les problématiques de transmission. Donc il y a beaucoup de sous-groupes dans ce groupe-là. Et puis enfin, tous les problèmes de RH. Donc les 4 groupes se sont mis au travail. Comme là, le temps est compté, je ne vais pas vous faire le bilan de ce qu'on a fait, mais prenons un exemple de l'actualité. Hier soir, le ministre de la Transition, de l'Environnement, disons, pour dire les choses simplement, a annoncé une modification des règles relatives aux ZFE pour un certain nombre de grandes villes de France. C'est un des chevaux de bataille du groupe Commerce et Territoires. Et c'est une proposition que de différer cette obligation de remplacer les véhicules critères 3 en 2025 sûrement avec d'autres, il faut toujours rester modeste, mais enfin, le lobbying intense qu'on a fait depuis quelques mois doit expliquer une partie de cette décision. Je viens maintenant à votre problématique, la simplification. Juste avant la problématique, est-ce qu'il a été simple de réunir tous les distributeurs ? Parce qu'on sait qu'ils n'ont pas l'art quand même de s'entendre entre le petit, le grand commerce, l'e-commerce, les magasins. Ça a été simple de les faire travailler ensemble ? Parce qu'on a souvent entendu ce matin, et c'est une bonne chose, qu'ils veulent maintenant travailler ensemble. Alors, je suis un admirateur de votre façon très débonnaire de poser des questions dont vous savez vous-même la réponse. C'est la rondeur et l'âge. Et c'est un métier. On n'en avait pas l'année dernière, ça a été un petit peu compliqué au début, mais par rapport à ce qu'on m'avait annoncé, moi, je suis très agréablement surpris de 2 choses. D'abord, la très grande conscience du bouleversement de cet univers du commerce et des grands enjeux qui le secouent de toutes parts, de tous les acteurs. Et ça soude. Et puis, deuxièmement, finalement, dans la foulée du Covid, l'idée que le monde du commerce a été, c'est pas de son fait d'ailleurs, c'est plutôt du fait des pouvoirs publics, beaucoup trop éloigné des pouvoirs publics et des centres de décision collectivement sur les enjeux qui le préoccupaient. À Bercy, on s'occupe d'industrie, on s'occupe de numérique, mais le commerce, c'est un sport récent. Et la volonté de réduire cet écart, c'est ça le rôle du CNC. À tel point qu'Olivier Grégoire n'a même pas le mot commerce dans son titre. Pardon. Oui, alors elle l'a plus parce qu'elle a entreprise. Bon, c'est pas. Je pense qu'il ne faut pas s'attarder là-dessus. En revanche, elle est toujours autant motivée qu'elle a pu être sur les enjeux commerciaux. Mais cette réduction de l'écart est ressentie comme une nécessité pour tout le monde. Et ça va nous amener, j'imagine, aux discussions que nous avons aujourd'hui. Quand on parle de transition environnementale, ça va se faire à coup de normes, ça va se faire à coup de lois, ça va se faire à coup de décrets. Alors, il y a 2 solutions. Soit on laisse les fonctionnaires en chambre, entre guillemets, nous pondre des lois les plus avisées possibles. Soit on essaye, et ce qu'on essaye de faire,
d'intervenir le plus possible en amont des décisions. Ce n'est pas toujours facile. Quand je dis « on », c'est le monde du commerce. Moi, je suis simplement un gentil animateur. Je ne suis pas commerçant, donc j'essaye de rapprocher les uns et les autres. On intervient en amont et on fait des lois un peu plus appropriées ou on corrige des erreurs qui ont pu être faites par les législateurs. Qu'avez-vous fait pour la simplification ? Simplification, la méthode pas très intéressante, même si elle représente 7 ou 8 réunions du groupe de travail, un recensement des domaines prioritaires, une identification d'une première vague de mesures à simplifier. Contrairement à ce qu'on pense, simplifier, c'est très difficile. Quand les lois existent, quand les décrets existent, pour faire effacer une loi et un décret, il faut convaincre plein de gens. Et donc il y a une trentaine de mesures qui vont être égrenées dans les semaines et les mois qui viennent. Certaines figureront dans la loi annoncée par M. Le Maire, dite loi Pacte 2. D'autres figureront dans un texte que va préparer Mme Vautrin plutôt sur la deuxième partie de l'année sur les problématiques de simplification des règles, notamment sur le travail du dimanche. Et d'ores et déjà, un certain nombre de mesures ont été annoncées par la ministre, donc elles seront dans Pacte 2, notamment le raccourcissement des autorisations, des méthodes d'instruction des autorisations d'exploitation commerciale et des autorisations d'ouverture commerciale. Alors, je peux rentrer dans le détail si vous voulez. À cette heure de la journée, je ne suis pas certain que ce soit indispensable. Voilà, c'est le remplacement de la procédure d'autorisation d'ouverture d'un commerce en centre commercial par une procédure déclarative pour les cellules de moins de 300 m². Il y a aussi la dématérialisation de la procédure d'autorisation d'exploitation commerciale, le fameux AEC. Il y a aussi l'alignement des délais de permis de construire et des AEC. Donc il y a un certain nombre de points. Oui, et prenons la première par exemple, parce qu'elle est emblématique d'un petit changement culturel qu'il faut souligner dans le rapport entre l'administration et les acteurs du commerce. Le régime d'autorisation d'ouverture commerciale, c'est juste, enfin, de mon point de vue, c'était absolument n'importe quoi, puisque avant de faire des travaux, il fallait avoir une autorisation d'ouverture commerciale. Pour avoir une autorisation d'ouverture commerciale, il fallait s'adresser soit au maire, soit au préfet, et donc on perdait, bon an, mal an, 6 mois à avoir cette autorisation. Maintenant, la déclaration suffit. Donc c'est une preuve de confiance de l'administration. Alors c'est vrai que c'est pour l'instant, c'est pour les moins de 300, j'espère que ce sera élargi, mais le fait de déclarer qu'on veut ouvrir vaut autorisation et on passe tout de suite aux travaux pratiques. C'est quand même une petite révolution mentale copernicienne dans le rapport entre l'administration, le rapport de confiance entre l'administration et les opérateurs, notamment du monde du commerce. J'ai noté aussi, ça j'aime bien, parce que je trouve que vous avez raison, la réduction des recours dilatoires contre les AEC formés par des concurrents. En gros, c'est un concurrent qui fait semblant de vouloir ouvrir un magasin pour bloquer l'autorisation. C'est ça, j'ai bien résumé ? Oui, c'est ça. Alors, c'était très facile à faire parce qu'il suffisait aujourd'hui d'argumenter sur le fait que l'ouverture du magasin était susceptible de créer un dommage commercial au magasin existant. Alors, évidemment, c'est quand même un critère très mou qui permettait de faire beaucoup de recours. Maintenant, le fait que c'est plus susceptible, la loi va être modifiée. Il faudra prouver que le dommage est significatif, direct et certain. Et ça change radicalement les modalités de recours. Ça devrait les faire baisser assez drastiquement, notamment tous les recours un peu farfelus qui étaient finalement là pour faire gagner du temps à la personne qui était installée. Alors, j'ai noté aussi que le Conseil national du commerce a été l'occasion de travailler sur la question du photovoltaïque et les efforts à faire pour acheter des panneaux solaires passés par des usines françaises. Oui, alors ça c'est compliqué, il faut se dire la vérité. Le ministère de l'Industrie a accepté finalement de différer un petit peu les obligations qu'il a fait peser sur les acteurs de la grande distribution, notamment qui doivent installer des panneaux photovoltaïques, et de repousser un petit peu le délai de mise en œuvre, ou plus exactement, accepter le fait qu'une simple lettre d'intention d'achat à un opérateur français remplissait de fait l'obligation. Et l'idée, c'était de pouvoir drainer un peu de marché auprès des entreprises françaises qui commencent à émerger sur ce sujet-là. Donc on a organisé tout un travail, Périfem a joué un rôle très important là-dedans, d'ailleurs je remercie Franck et ses équipes de ce boulot pour mettre en rapport les futurs industriels du photovoltaïque français et les grands distributeurs. Et ils ont signé une charte ensemble, donc tout ça est très bien, il y a plein de bonnes intentions. Ça reste compliqué, d'abord parce que les panneaux photovoltaïques chinois sont complètement bradés. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais c'est quand même de la concurrence
très forte pour des industriels émergents, et puis aussi parce que les industriels émergents ne sont pas tout à fait encore à même aujourd'hui de fournir un prix certain de leurs prestations, et donc dans les arbitrages que doivent faire les acteurs, c'est évidemment pas simple. Enfin, il y a cette volonté-là. Je crois que vous travaillez aussi, vous avez fait des propositions sur la mensualisation des loyers. Oui, ça, je pense que ça va sortir très vite. Mensualisation des loyers systématique et diminution des dépôts de garantie à 3 mois contre parfois 6, parfois même, j'ai vu un commerçant hier qui me montrait qu'un an de dépôt de garantie. Donc ça va sortir. Je ne peux pas vous dire le calendrier, d'ailleurs c'est à la ministre de le dire, puisque moi je ne décide pas, je propose, mais c'est imminent. Mais si j'essaye de résumer, sans travertir la pensée de ce qui a été dit ce matin, on est d'accord, il faut des lois, il faut des données de cadrage. Ce qui a été dit par exemple sur la sécurité incendie, il est évident qu'il faut des lois strictes, mais laissez-nous aussi entreprendre. On a besoin de souplesse. Un parking, ça peut changer de vocation. Si on le fixe avec des ombrières et du photovoltaïque, ça pose des problèmes. Est-ce qu'il y a vraiment cette nécessité, vous la sentez, et est-ce que vraiment ça va dans le bon sens? Vous allez vers laissons le commerce commercer, dans un cadre bien évidemment légal, avec une direction obligatoire. Alors, c'est essentiel, mais ce n'est pas vrai seulement pour le commerce. Le réflexe législatif et normatif en France, c'est séculaire, c'est anthropologique, ça commence avec Clovis, hein, j'ai regardé un peu tout ça, donc ça fait quand même quelques années. Donc c'est nécessaire. Mais il y a une première chose qu'on peut faire, et c'est là-dessus que je trouve que le Conseil fait un très bon boulot, c'est de mieux informer les décideurs avant qu'ils ne décident. Quand on dit mettez des ombrières sur les toits, et qu'on découvre que, sans vérifier que ça n'implique pas des travaux très lourds de réfection de la structure, parce que on ne met pas n'importe quoi sur un toit. Vous voyez, c'est des décisions à l'emporte-pièce, sauf qu'on se les traîne 3 ans, et c'est très dommageable pour vous tous. Donc on fait un très gros travail, et il est en cours, et on va continuer dans les années qui viennent, pour mieux informer les décideurs, pour décider mieux. En gros, il y a 2 boussoles. Décider mieux en associant le monde du commerce aux décisions qui les concernent, décider moins. C'est un chantier, pour le coup, qui sera long, mais qui est aussi important. J'entends souvent qu'il y a une absence d'études d'impact dans toutes ces lois. C'est ce qu'on est en train de se dire. Les études d'impact en France, ce n'est pas propre au monde, ce qui concerne le commerce. Toute législation, franchement, c'est totalement c'est surréaliste. Vous avez bien précisé en France, ça veut dire que vous pensez que dans d'autres pays, c'est quand même fait plus sérieusement? Alors on est en train de faire tout un lobbying auprès des pouvoirs publics, notamment du ministère de Bercy, pour qu'on s'inspire d'un dispositif allemand qui s'appelle le Normenkontrollrat, qui est un dispositif qui fait que, obligatoirement, avant d'éditer un texte à impact économique, un certain nombre d'acteurs d'entreprise sont consultés, pas sur l'opportunité de faire ou de ne pas faire, ça c'est de la politique, mais sur l'impact réel de la disposition qui serait prise sur leur activité. Et ça donne des résultats vraiment remarquables. On espère pouvoir, dans le programme de simplification du gouvernement, créer ce dispositif. Alors je trouve que vous nous avez annoncé des mesures qui vont dans le bon sens, mais bon, on s'est vu il y a 1 an, maintenant vous allez travailler sur quoi pour venir l'année prochaine et dire les avancées, elles ont été là. Quelles sont les priorités de ces prochains mois? Alors là aussi, on va rester je ne vais pas être complet. Premièrement, les enjeux de décarbonation, c'est des investissements considérables pour ceux qui sont dans la salle, qui ne sont pas mesurés globalement par les décideurs publics. Et donc notre objectif, d'ici le mois de juin, c'est de faire un rapport sur le coût pour l'univers du commerce de tout l'ensemble des mesures de décarbonation qu'ils vont être obligés de prendre. C'est difficile à faire, ce rapport-là aussi. C'est pas 6 milliards d'euros avait budgétisé Périfem, hein? Plus, ouais. Voilà, donc on va évidemment travailler avec Périfem, entre autres, mais avec beaucoup d'entreprises. Et je veux qu'on fasse ça sur 2 niveaux. Un niveau macroéconomique, donc on va essayer de donner des chiffres sérieux, c'est compliqué, il y a des questions de périmètre, de méthode, je ne rentre pas dans le détail. Et puis aussi au niveau microéconomique, qu'on prenne 10 ou 12 magasins et que très concrètement, on illustre ce que ça veut dire pour le magasin de telle enseigne à Châteauroux, la décarbonation, parce que c'est aussi une bonne façon pédagogique de faire comprendre aux décideurs publics les conséquences concrètes de ce qu'ils font. Donc ça, c'est le premier. Le deuxième, il est un peu en rapport avec le premier, même si pour l'instant on ne le dit pas trop, c'est l'inventaire complet de la fiscalité pesant sur les commerces.
Alors, les gros impôts, on les connaît, mais l'ensemble des petites taxes... Il va être lourd, votre inventaire. Hein. Oui, on a un pré-dossier qui fait 80 ou 100 pages, Ouais. avec l'ensemble des petites taxes, combien ça rapporte, quelles contraintes ça représente pour les commerçants. Et l'idée, évidemment, c'est qu'à un moment, si on se dit que c'est quand même beaucoup de milliards la décarbonation, il y a peut-être à mettre en rapport des leviers nouveaux pour aider le monde du commerce à financer la décarbonation. Supprimer la TASCOM. Et peut-être, ça, celle-là, c'est pas d'actualité. J'ai pas l'impression que ce soit d'actualité, mais je pense que sur les petites taxes, qui sont petites, parce qu'elles ne rapportent pas individuellement beaucoup, mais quand on les additionne, c'est plus petit, il y a sûrement des pistes de travail. Dès d'ailleurs le budget 2000. Il y en a un troisième. Le deuxième, donc c'est la fiscalité. Le troisième, c'est la transmission d'entreprises, des commerces. Là, je pense qu'on peut améliorer les dispositifs, notamment pour ce qui est de la reprise des fonds ou des magasins par les salariés. Donc là, on est en train de travailler un dispositif assez innovant pour d'épargne bonifiée. Enfin, je ne rentre pas là aussi dans le détail, parce qu'il faut que ce soit accepté par Bercy, mais enfin, c'est ça l'idée, pour que les salariés puissent plus facilement reprendre des enseignes quand cela est l'intérêt du salarié, mais aussi, bien sûr, du salarié et la famille, parce qu'il y a effectivement... C'est les deux aspects, salarié, famille. Famille, il y a déjà des dispositifs. On a beaucoup d'indépendants en France et de franchisés. Donc... Salarié, famille, il y a déjà des dispositifs, le Dutreil, qu'on peut améliorer, et salarié, il y a des choses à créer. Voilà, bon, je pourrais en donner d'autres, mais c'est les principaux... on m'a demandé les priorités. Je vous ai donné les priorités. Merci. Et la prochaine réunion du Conseil, c'est quand ? Alors, il y a les groupes de travail, c'est permanent. Hein. Il y en a 2, 3, 4 par mois. Et la prochaine grande réunion, ce sera avant l'été. Elle sera consacrée à l'avenir des centres-villes à moyen terme, parce que là, il y a des grosses inquiétudes, et aux problématiques d'innovation dans le monde du commerce.